mais c'est pas vrai! Bon bah du coup j'ai fait péter les boucles d'oreilles bleues. Hein. Désolée Jérôme, je suis désolée, je sais que t'aimais bien les anciennes, mais là c'était pour être accord confiture, tu vois. Allez vous abonner à sa chaîne, elle est excellente. Donc vous l'aurez compris, ça y est, tout le monde s'y met, et maintenant c'est Monsieur Robert, professeur de français, cher collègue, qui me pose cette fameuse question. Pourquoi le bleu est-il si rare dans la nature? Bah oui! Et pourquoi me posez-vous cette question, Monsieur Robert, sachant que la couleur que vous détestez le plus au monde, c'est le bleu? Vous serez puni pour l'occasion. Bon, je vais donc m'efforcer de répondre à cette question en moins de 45 minutes, parce que pour être tout à fait honnête, Monsieur Robert est venu me voir il y a une semaine, m'a posé la question, j'ai dit « Ah, fort intéressant !» mais je n'avais aucun élément de réponse. Donc du coup, comme d'habitude, ça m'a empêché de dormir, comme d'habitude, j'ai bouquiné, Google Scholar, et je pense avoir trouvé des éléments de réponse. Bon, bah changement de coiffure parce que crotte. Voilà. Donc petit rappel rapidos sur la notion de couleur. En fait, ce qui va faire que telle ou telle texture, matière, objet va avoir telle ou telle couleur, c'est le fait que elle va absorber une partie des ondes du spectre lumineux et en renvoyer d'autres. Et donc c'est celles qu'elle va renvoyer qui vont lui donner sa couleur. Je vous mettrai quelques illustrations rapidos parce qu'on en a déjà parlé de ça. Et ce qui va faire que nous, on va percevoir telle ou telle couleur, ça va être le fait qu'on dispose, en tant qu'animaux, de plus ou moins de photorécepteurs qu'on appelle des opsines dans nos dispositifs de réception de la lumière qu'on appelle des yeux, hein, mais qui ont des formes très variées dans le monde animal. Et donc la perception des couleurs chez les animaux va varier du monochromatisme au pentachromatisme. Donc voir une seule couleur, avoir jusqu'à 5 gammes de couleurs. Alors faux la prévôt, le monochromatisme consiste simplement à détecter les différences de luminosité. Il n'y a pas d'absorption de couleurs à proprement parler. Donc ça correspond, ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle l'achromatisme, qui est une maladie par disparition de 2D cônes dans l'œil humain et qui fait qu'en fait on voit tout en noir et blanc. Et le monochromatisme est principalement trouvé chez les animaux abyssaux ou nocturnes, qui n'ont pas spécialement besoin de détecter les couleurs, forcément. Nous les humains, on est trichromatique, voire tétrachromatique pour certaines personnes, mais c'est pas la majorité. Point commun chez tous les animaux doués de perception de couleur, c'est que le bleu est systématiquement perçu. Bah non, banane du coup, hein, pas chez les monochromates. Faites la terre. Monochromatique, ce sera principalement la gamme des bleus, puis va se rajouter dichromatique le rouge, puis trichromatique le vert, etc. etc. Insupportable. Donc comme visiblement j'avais picolé avant le tournage, on l'a refait. Monochromate, pas d'absorption lumineuse, pas de gamme de couleurs. Dichromate, le bleu, le vert. Trichromate, le bleu, le vert et le rouge. Tétrachromate, on rajoute les ultraviolets. Voilà. Et ce petit détail aura peut-être son importance dans ma partie analyse. Pour ce qui est de produire des couleurs quand on est un être vivant, qu'on soit un végétal ou un animal, bah en fait il y a deux options. Soit on fabrique réellement des pigments colorés, et donc il va y avoir une origine chimique à la couleur, une véritable molécule, et là ces molécules vont être stockées chez les animaux dans ce qu'on appelle des chromatophores, et chez les végétaux principalement dans ce qu'on appelle les vacuoles végétales, c'est-à-dire des grosses poches d'eau qui sont dans les cellules végétales. Mais en réalité, il y a une autre façon de produire de la couleur, c'est de façon structurelle, c'est la coloration structurelle, c'est-à-dire que l'agencement, la structure des cellules ou des micro-éléments constituant les fanères, que ce soit les plumes, les poils, les écailles, leur microstructure va réfléchir la lumière d'une certaine façon et va donner l'illusion d'une couleur, condensée dans des structures qu'on appelle des schémochromes, à vos souhaits. Petite démonstration, parce que ça m'amuse hein, de vous faire une petite démonstration, ces schémochromes et cette coloration structurelle se retrouve beaucoup dans le plumage des oiseaux, et il y a une façon assez simple de le montrer, vous allez voir. Vous voyez cette plume? Elle apparaît verte, vert bleuté, hein, vous la voyez pas du tout, parce qu'il faut faire le zoom, vous voyez? Bon, elle est destinée, alors ça c'est une plume de faisan, elle est destinée à iridescer. Le terme existe-t-il, monsieur Robert? Bon, à émettre de l'iridescence comme ça, et de la lumière à l'air, sauf que, changeons le milieu de transduction de la lumière, prenons un verre d'eau. Eh bien, cette plume, quand je la plonge dans l'eau, vous allez voir, là elle est verte, je la plonge dans l'eau, elle devient, je vous le donne en mille, noire.
Et si je la ressors, elle redevient verte. Et si je la replonge, elle redevient noire. Et si je la ressors, elle redevient verte. Vous avez compris le truc. Donc c'est bien que ma plume n'est pas constituée de pigments verts, mais qu'en réalité, elle reflète la lumière d'une certaine façon, ce qui lui donne sa teinte verte. Et ça marche aussi pour le bleu des plumes de paon. Bon, alors retour à la vidéo, pardonnez le toupet, j'ai fait une pause déj entre les deux. Donc revenons à nos chromatophores dans le monde animal. Vous en avez différentes catégories, certains contenant des pigments, certains étant de la coloration structurelle. Vous avez les lipophores qui contiennent des pigments liposolubles, tels que les pigments jaunes et les pigments rouges. Alors il me semble que c'est respectivement les xanthophores et les érythrophores. Vous avez ce qu'on appelle également les iridophores. Eux, c'est de la coloration structurelle et ils émettent une lumière légèrement bleue, pétrole, iridescente. Vous avez les leucophores qui, eux, sur le même principe de coloration structurelle, renvoient un maximum de lumière et donnent une couleur blanche très très profonde et très vibrante. Vous avez les fameux mélanophores qui contiennent, maintenant vous le savez, vous êtes des spécialistes de la mélanine, eumélanine et phéomélanine. Et vous avez ce qu'on appelle les cyanophores qui, eux, contiennent des pigments donnant une couleur bleue, une véritable coloration bleue, mais pour le coup, je n'ai pas réussi à trouver le nom de la molécule concernée, le nom du pigment. J'ai trouvé une appellation dite biochrome cyan de nature inconnue. Donc biochrome, d'accord, pigment d'origine biologique, cyan, bah, couleur bleue, mais de nature inconnue. Pas réussi à trouver mieux que ça. Alors chez les végétaux, ce sont majoritairement les anthocyanes qui sont la grande famille des anthocyanes qui sont responsables d'une partie de la coloration bleue, mais en fait les anthocyanes ça va du rouge, pourpre au bleu, donc souvent on se retrouve avec des couleurs légèrement violacées, mais parfois en combinaison avec d'autres pigments plus jaunes et avec des modifications dans les cycles aromatiques des molécules, on peut obtenir des colorations vraiment bleues vibrantes. Alors vous avez le cas rigolo des hortensias, dont le colorant qui fait partie de la famille des anthocyanes, qui est la delphinidine. Bah, la delphinidine, en temps normal, elle a une couleur rose-pourpre. En temps normal, non. Elle a une couleur rose-pourpre quand la plante est dans un substrat plutôt basique. Et dès lors que le pH devient acide, la plante se met à absorber et métaboliser des ions aluminium, et la combinaison de la delphinidine rose avec les ions aluminium, donc en pH acide, fait qu'elle devient bleue à l'œil. Bon, mais alors revenons-en à la fameuse question maintenant qu'on a bien blablaté. Pourquoi y a-t-il si peu de bleu dans la nature ? Effectivement, le bleu dans la nature, c'est pas une couleur inexistante, mais c'est une couleur plutôt très rare. Alors, je vais vous en mettre quand même quelques exemples. Alors, chez les végétaux, vous avez de la coloration bleue, soit au niveau du feuillage, vous avez des plantes dont le feuillage va être légèrement bleuté, on va dire. Vous avez la coloration soit des sépales, soit des pétales en bleu vif, certaines baies, certains fruits qui sont bleutés. Vous avez également dans le règne bactérien des bactéries dites cyanobactéries qui, en général, alors en fait passent par toute une gamme de couleurs, mais peuvent présenter des couleurs bleu vif. Vous avez des cas de champignons bleus, vous avez dans le règne animal aussi bien des poissons téléostéens que des céphalopodes, que certaines éponges, que certains oiseaux, que des mammifères, que des reptiles, que des batraciens, que tout ce que vous voulez bleu. Il y en a à peu près dans tous les exemples. Et oui, même chez les mammifères et chez les primates, vous avez parfois des colorations bleues. Mais à part ça, même dans le monde abiotique, c'est-à-dire dans le monde minéral, naturel minéral, les minéraux bleus sont quand même extrêmement rares, bien plus rares que les autres, ce qui explique qu'ils aient été si largement exploités et notamment utilisés dans certaines religions, même très anciennes, où on utilisait abondamment le bleu quand on en trouvait, parce que c'était très rare, c'était l'exception, donc forcément on en utilisait un max. Alors, partie analyse de la vidéo. Je vais commencer en vous disant que ma conviction... Pardon, j'arrête avec cette blague. Bon, déjà, la première chose, c'est que la biosynthèse de pigments, si on parle de couleurs pigmentaires, la biosynthèse de pigments, quel qu'il soit, est souvent assez complexe. C'est un processus coûteux en énergie de se pigmenter. Alors, je suis allée plonger dans les chaînes de biosynthèse des différents pigments animaux et végétaux que j'ai pu trouver, et si on compare... on va comparer deux pigments. Un pigment qui est majoritaire dans le monde animal, on va dire,
qui est la mélanine. Donc si on compare la chaîne de biosynthèse de la mélanine et qu'on la regarde, bon, il y a des étapes, c'est compliqué, mais on s'en sort. Puis maintenant, bah là, je vais vous mettre là la chaîne de biosynthèse des anthocyanes. Là, c'est vachement plus dur. Donc déjà, faire du pigment bleu, c'est dur, c'est compliqué, c'est coûteux en énergie. Bien souvent d'ailleurs, les colorations très vives qu'on trouve notamment chez certains animaux proviennent en partie de leur alimentation, c'est-à-dire qu'ils réutilisent un pigment qui a été déjà bioconstruit par un autre être vivant et ils l'assimilent. Je pense notamment aux flamants roses, mais également à certains crustacés qui ont comme ça des couleurs très vives dans les gammes de rouge. Et ça provient de leur alimentation. Si vous leur coupez leur alimentation, ils vont se dépigmenter comme ça. Bon, et puis alors, autre explication plutôt logique, dans la mesure où, comme on l'a vu, dans tout le règne animal, la perception du bleu est commune, quel que soit le degré de perception des couleurs. Bah, du coup, c'est pas forcément un avantage d'être bleu en termes de camouflage, d'être d'un bleu vif, j'entends. Hein. Après, tout dépend de la gamme de bleu. Hein. Mais être d'un bleu vif est plutôt désavantageux puisque vous serez plus facilement repéré, même si c'est une couleur qui contraste peu avec la couleur majoritaire qu'on trouve quand même sur Terre, qui est le vert. Merci la végétation. Quand bien même, être d'un bleu vif, au-delà du fait que c'est coûteux énergétiquement, bah dans la mesure où vous allez vous faire gauler par absolument tous les êtres vivants, ça va être compliqué. Mais du coup, certains animaux ont pris le parti, et certains végétaux ont pris le parti d'arborer du bleu vif, justement pour prendre ce contre-pied, alors que ce soit pour des stratégies de parade nuptiale, hein, aller conquérir sa belle, et effectivement, un mâle qui va mettre en place des couleurs bleues extrêmement vives signifiera clairement à sa future partenaire qu'il peut se payer le luxe de le faire, tellement il est en bonne santé. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est parade amoureuse, parade nuptiale. Vous avez toutes les stratégies d'aposématisme qui vont du coup utiliser le bleu pour signaler la dangerosité éventuelle d'un animal, sa toxicité. Donc voilà, rappelez-vous hein, le fait que certains animaux arborent des couleurs extrêmement vives pour décourager leurs adversaires, leurs prédateurs. Bon, bah voilà, là ça va être très ponctuellement utilisé à ces moments-là. Le fait de mettre en place du bleu, bah, pour les végétaux, ça va favoriser des stratégies soit de pollinisation pour des fleurs qui seraient bleues, qui du coup seraient plus repérables par certains insectes, soit de dissémination des graines. Donc, quand les fruits sont bleus, eh bien ils sont plus attractifs pour les animaux frugivores. Bon, bref, ouais, mais tout ça, ce sont des stratégies adaptatives qui se sont mises en place secondairement dans l'histoire de l'évolution, et parce qu'elles sont extrêmement coûteuses en énergie. Voilà, c'est pas un hasard, donc c'est pour ça qu'elles sont pas majoritaires. Et c'est pour ça que le bleu, encore moins. Alors quand même, puisqu'on parlait de parade nuptiale, ça m'a fait penser à un exemple, le bleu, machin, ça m'a fait penser à l'exemple de l'oiseau jardinier, que vous connaissez peut-être, c'est un oiseau tropical, alors je ne me rappelle plus vraiment de quelle origine il est... Attendez, bougez pas. Ah ouais, mais alors eux, ils ont un nom... Allez, je me lance. Tylonorhynchidae. Donc ce sont des oiseaux en fait originaires, j'ai triché hein, carrément, j'ai regardé, d'Australie, Nouvelle-Guinée, etc. Et donc qui sont connus pour faire des structures de nid complètement délirantes, parmi les plus complexes connus chez les oiseaux. Donc ils associent des brindilles, c'est les mâles hein, qui font ça, qui associent des brindilles sur une aire de parade nuptiale pour en faire soit des tunnels, soit des petites huttes. Je vous passe les détails, mais c'est passionnant, ça mériterait une vidéo entière. Et ils ont la particularité de décorer l'entrée de leur nid avec des petits objets glanés à droite à gauche, de couleurs différentes, mais certains sont spécialisés dans les objets de couleur bleue. Alors d'habitude dans la nature ils récupèrent des petits bouts de fragments de roches, ils récupèrent des petites baies, des petites fleurs, des plumes d'autres oiseaux qui ont cette couleur bleue, et ils les disposent devant le nid pour séduire leur belle en guise d'offrande. Eh bien, on trouve de plus en plus, grâce à la pollution plastique, d'oiseaux jardiniers qui utilisent du plastique bleu retrouvé de ci de là, merci l'humain à nouveau, ce qui donne de très jolis tableaux, mais franchement, c'est un peu triste. C'est un peu triste de voir ça. Voilà, donc un petit bouchon de bouteille, un petit bout de fourchette en plastique, et hop, c'est reparti. Bon, et ben voilà, je pense avoir fait le tour de toutes ces investigations autour du bleu, si rare dans la nature. Je vous embrasse très fort, je vous dis à la prochaine.